Notre studio vous offre ce soir une histoire vraie, une de celles qu'on n'oublie pas facilement. Alors installez-vous confortablement. Je vais vous parler d'un soir de mars. Un mardi, le genre de soir où tu as tout préparé, tout planifié, tout rêvé, et où tu réalises d'un coup que les gens que tu aimes le plus au monde ne se sont même pas donné la peine de prévenir qu'ils ne viendraient pas. Ça fait mal d'une façon particulière. Pas comme une blessure franche, plutôt comme une trahison lente, celle que tu n'arrives pas à nommer pendant des heures parce que tu refuses d'y croire. Mon nom, c'est Camille Renaud. J'ai 33 ans. Et cette nuit de mars, je me tenais seule dans la salle de mon restaurant. Un restaurant que j'avais mis 4 ans à construire. À Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, avec ses murs en pierre, ses poutres apparentes, ses petites bougies sur chaque table. J'avais choisi chaque détail moi-même, chaque assiette, chaque nappe, chaque musique sur la playlist. Et il n'y avait personne. Enfin, pas personne. Mes 2 employés, Nadia et Zoé, étaient là. Elles aussi regardèrent la porte avec ce sourire un peu figé qu'on garde par politesse quand on ne sait pas quoi dire. On avait préparé pour 22 personnes. 22 couverts, 22 verres remplis d'eau, 22 menus calligraphiés à la main que j'avais passé une nuit entière à écrire. Je me souviens que l'encre me tachait encore les doigts quand j'avais rempli les vases de fleurs le matin même. Mes parents auraient dû arriver à 20h. Mon frère Théo à 20h15 avec sa femme Sandrine. Mes oncles, mes cousins, la bande entière. J'avais même réservé la grande tablée du fond, celle avec la vue sur la rue pavée, parce que je savais que ma mère adorait regarder les passants pendant qu'elle mangeait. À 20h30, j'avais envoyé un message. « Justin, vous êtes en route. » Silence. À 21h, Nadia m'avait regardé avec des yeux qui disaient tout ce qu'elle ne voulait pas dire. On a commencé à débarrasser doucement. Pas entièrement, juste pour garder une contenance, pour faire semblant que ça n'était pas ce que c'était. Et puis mon téléphone avait vibré, mais pas un appel. Une notification Instagram. La story de Théo. Je l'ai ouverte presque par réflexe, comme on ouvre quelque chose qu'on sait déjà être mauvais, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder. Et là j'ai vu toute ma famille réunie dans le jardin de mes parents à Villeurbanne. Des guirlandes lumineuses, du vin sur la table en plastique, de la musique qui sortait d'un vieux Bluetooth posé sur une chaise, et Théo au centre, qui tenait une enveloppe dorée. Sa promotion. Chef de projet dans sa boîte de communication. Ma mère dansait avec mon oncle Bernard. Mon père tenait un verre en riant la tête en arrière. Il y avait même un gâteau. Un grand gâteau blanc avec des lettres en chocolat qui disaient quelque chose que je n'ai pas voulu finir de lire. Je me souviens que j'ai posé mon téléphone sur le comptoir du bar très doucement, comme si je le posais sur quelque chose de fragile, alors que c'était moi qui étais fragile, et que je ne voulais pas le montrer devant Nadia et Zoé. J'ai dit, de ma voix la plus normale, la plus professionnelle. On remballe la mise en place. Je m'en occupe. Vous pouvez partir. Nadia avait hésité. Camille, tu veux qu'on reste? Non, vraiment. Merci. Bonne nuit. Et j'avais attendu qu'elle soit partie pour m'asseoir sur le carrelage de la cuisine, dos contre le plan de travail froid, les jambes repliées, l'odeur d'ail et de thym qui flottait encore dans l'air, ce mélange que j'aimais tant et qui ce soir-là me donnait envie de pleurer. J'ai pleuré. Pas longtemps, ou peut-être longtemps, je ne sais plus. Mais à un moment, j'ai senti quelque chose changer en moi, pas une colère. Quelque chose de plus calme et de plus profond, quelque chose qui ressemblait à une décision. Mon père avait envoyé un message à 22h15. On a besoin de parler du restaurant. Appelons-nous cette semaine. Pas de désolé, pas de on a fait une erreur. Juste cette phrase en mode réunion d'affaires. Ce ton qu'il prenait quand il voulait reprendre le contrôle d'une situation sans admettre qu'il avait tort. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. Je n'ai pas rappelé le lendemain non plus. À la place, j'ai tapé quelque chose sur une feuille de papier craft que j'ai scotché sur la porte du restaurant le mardi matin. Chère clientèle, suite au succès de notre ouverture, nous passons en mode réservation exclusive à compter d'aujourd'hui.
Aucune table sans réservation confirmée, sans exception, même familiale. C'était un peu bête peut-être, un peu trop direct. Mais je l'avais écrit à 4 heures du matin, dans ma cuisine en pyjama, avec une tisane froide, et quelque chose dans la poitrine qui ne voulait plus se taire. À midi, une blogueuse culinaire avait pris en photo la pancarte et l'avait postée avec la légende « Cette femme est mon héroïne du jour ». À 18 heures, j'avais 4000 nouvelles abonnées sur ma page. Le soir, des messages que je ne savais pas comment recevoir. Des femmes qui disaient « Moi aussi j'ai vécu ça ». Des inconnus qui disaient « On va venir manger chez vous rien que pour ça ». Et puis Théo était arrivé. Pas par la porte principale, par la petite porte de service, celle qui donne sur la ruelle derrière. Il toquait avec les phalanges, le genre de frappe hésitante qui dit « Je sais que je n'aurais pas dû venir, mais je suis là quand même ». Je l'ai regardé à travers le vasistas pendant un moment avant d'ouvrir. Il portait sa veste de la fête, le col légèrement froissé. Dans ses mains, une boîte en carton. Des restes du gâteau, probablement. J'ai ouvert la porte. Il a commencé à parler, avant même que j'aie dit quoi que ce soit. « Camille, écoute, c'était pas prévu comme ça. Papa a dit que l'ouverture, c'était un truc soft, pas vraiment officiel, qu'on pouvait venir plus tard dans la semaine. » Je l'ai regardé. Juste regardé. Sans répondre. Il a continué, un peu moins sûr. On pensait que tu comprendrais. C'est ma promotion quand même. C'est important aussi. Et là, j'ai dit quelque chose que j'avais jamais dit à Théo depuis 33 ans de vie commune. Oui, ta promotion est importante, et mon restaurant aussi. La différence, c'est que j'ai invité toute la famille pour le partager avec vous. Toi, tu n'as rien demandé, et tout le monde a choisi ton côté, sans hésiter une seconde. Il a baissé les yeux vers la boîte en carton. J'ai un peu de gâteau si tu veux. J'ai pris la boîte. Je l'ai posée sur le comptoir sans l'ouvrir. Et puis j'ai regardé mon frère droit dans les yeux. Tu sais ce que j'avais fait pour toi ce soir. J'avais préparé ta tarte au citron. Celle que tu aimes depuis qu'on est gosse. Celle que je fais avec le zeste frais et la meringue italienne. Elle était dans le frigo depuis 10 heures du matin. Elle y est encore. Il n'a rien dit. Et j'ai continué. Parce que là, quelque chose s'était débloqué en moi et je n'allais pas m'arrêter. Depuis des années, Théo, je suis celle qui cuisinait les repas de famille, celle qui rapportait des plats pour les anniversaires, celle qui restait après pour aider à ranger, à nettoyer. Et là, j'ouvrais quelque chose à moi, quelque chose de grand pour moi. Et vous avez tous choisi d'aller boire de la bière dans le jardin de papa. Il a murmuré. Papa pensait que t'allais pas être rentable, que c'était risqué. Il voulait pas que tu te fasses de fausses espérances. J'ai ri. Pas d'un rire joyeux, d'un rire qui vient du ventre et qui dit enfin « Tu le dis vraiment ». C'est ça. Il voulait pas que je réussisse trop vite, trop bien, sans lui demander la permission d'abord. Théo n'a pas démenti. Il est reparti 20 minutes plus tard. J'ai fermé la porte derrière lui et j'ai entendu ses pas s'éloigner dans la ruelle. Et j'ai pensé, pour la première fois depuis longtemps, que je n'avais plus besoin d'attendre que ma famille valide mes choix pour avancer. Les jours suivants ont été étranges. Un mélange de rush et de vide. Le restaurant se remplissait. Des gens que je ne connaissais pas venaient ben spécialement parce qu'ils avaient entendu parler de l'histoire. Une femme de Grenoble m'avait dit « J'ai conduit 2 heures, rien que pour soutenir votre cuisine ». J'avais pas su quoi répondre. Je l'avais juste emmenée à la meilleure table et j'avais cuisiné pour elle comme si c'était la dernière assiette de ma vie. Mais en même temps, les avis négatifs avaient commencé à apparaître en ligne. D'abord 1, puis 4, puis 10 en l'espace d'une matinée. Tous avec les mêmes formulations bizarrement proches. Service froid, patronne hautaine, cuisine décevante, et des noms que je ne reconnaissais pas dans mon carnet de réservation. Nadia me l'avait signalé la première. Elle m'avait montré son téléphone avec ce regard qui dit « Je veux pas te dire ce que je pense, mais je pense quelque chose de précis. » J'ai comparé les profils. Compte créé depuis 2 semaines au maximum. Aucune autre activité. Je savais exactement ce que c'était. J'ai appelé mon avocate.
Sophie Marchand, une femme qui parlait rarement, mais qui, quand elle ouvrait la bouche, faisait se taire tout le monde. Je lui ai tout expliqué. Elle a dit « on documente tout ». Capture d'écran avec horodatage. On dépose une main courante. Et puis on attend qu'il fasse une erreur de plus. On n'a pas attendu longtemps. Parce que c'est là que Juliette est entrée dans l'histoire. Juliette, c'était la fiancée de Théo. Une femme petite et très droite, avec des yeux qui regardaient les gens comme si elle prenait leurs mesures avant de décider quoi faire d'eux. Je ne l'avais jamais vraiment bien connue. On avait partagé quelques dîners de famille, quelques échanges polis, pas grand-chose. Elle était venue un jeudi soir à la fermeture. Elle avait attendu dehors que les derniers clients partent. Quand j'avais rouvert la porte pour vérifier que tout était calme, elle était là, dans son manteau gris, les mains croisées devant elle. Est-ce que je peux entrer ? Juste 5 minutes. Je l'avais fait asseoir à la table du fond, celle avec la vue sur la rue. J'avais mis de l'eau entre nous et j'avais attendu. Elle avait respiré très fort avant de commencer. Il y a un groupe WhatsApp. Ils l'ont appelé Opération Réalité. Ton père, ta mère, ton frère, ta tante Isabelle et ton cousin Romain. L'objectif, c'était de te faire douter, de saboter les avis en ligne, de contacter ton propriétaire pour lui dire que tu avais des problèmes financiers fictifs, de te pousser à vendre en te faisant croire que tu ne pouvais pas y arriver seul. Je me suis entendue poser mon verre sur la table. Je n'ai rien dit pendant un moment. Puis j'ai demandé « Pourquoi tu me dis ça ?» Elle avait les yeux rouges. Parce que j'y ai participé sans comprendre où ça allait. Parce que quand j'ai vu ce qu'ils planifiaient, vraiment, j'ai compris que je n'aimais pas ces gens-là. Pas comme ça. Et parce que Théo m'a dit hier que c'était pour ton bien. Et là, j'ai su que je devais partir. Elle avait posé son téléphone sur la table, entre nous, des captures d'écran du groupe, des messages de mon père, des messages de ma mère, des choses que je ne vais pas répéter ici, parce que même maintenant, elles font encore quelque chose d'étrange dans ma gorge. J'avais regardé le téléphone de Juliette très longtemps, puis j'avais dit « Est-ce que tu es prête à ce que ça devienne public ?» Elle avait hoché la tête. Je suis déjà en train de faire mes valises. Ce soir-là, je n'avais pas dormi. Pas par angoisse, par quelque chose qui ressemblait à une clarté absolue, ce moment rare où tu sais exactement ce que tu dois faire et dans quel ordre. J'avais appelé Sophie à 7 heures du matin. Puis j'avais contacté Margot Lévy, la journaliste qui avait couvert mon ouverture pour un magazine de gastronomie locale. Elle avait une rubrique qui s'appelait « Les cuisines invisibles », des portraits de femmes dans la restauration. Elle m'avait dit plusieurs fois qu'elle voulait approfondir mon histoire. Je lui avais dit « Maintenant je suis prête ». L'article était sorti le vendredi. Pas un petit article. Une double page avec des photos, du témoignage de Juliette anonymisé à sa demande, et les captures d'écran expurgées mais suffisamment claires. La réaction avait été immédiate. Ma tante Isabelle m'avait appelé 37 fois en une journée. J'ai compté parce que ça m'avait paru impossible, alors j'avais compté. Mon père avait envoyé un mail. Un mail, pas un message, pas un appel. Un mail avec objet, réponse à vos allégations, comme si j'étais une employée de mairie. Et ma mère. Ma mère avait laissé un message vocal de 4 minutes. Elle pleurait. Elle disait que je trahissais la famille, que j'avais toujours été la plus dure des 2 enfants, que mon père voulait juste m'aider à ma façon, que c'était ma façon de recevoir l'aide qui était le problème. Je l'ai écouté une fois. Une seule. Puis j'ai archivé le message sans répondre. Parce qu'il y avait quelque chose que j'avais compris dans cette nuit de mars sur le carrelage froid de ma cuisine, quelque chose que je n'aurais pas su formuler à l'époque, mais que je savais maintenant. Les gens qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de te casser pour te protéger. Et les gens qui te cassent en disant que c'est pour ton bien, ce ne sont pas des gens qui t'aiment. Ce sont des gens qui ont besoin de te voir petite pour se sentir grand. Mon propriétaire m'avait appelé le lundi suivant. Il avait vu l'article. Il avait dit « Je veux renouveler votre bail pour 7 ans. Prix bloqué. Vous êtes l'adresse dont ce quartier avait besoin. » J'avais raccroché et j'avais regardé le plafond pendant 2 bonnes minutes. Le restaurant tournait à plein régime maintenant. J'avais dû embaucher 2 personnes supplémentaires.
une chef pâtissière, Amara, qui sortait d'une école hôtelière de Bordeaux et qui n'avait trouvé aucun poste parce qu'elle portait un voile. Et Luc, qui avait 42 ans et qui avait passé 10 ans à faire autre chose avant de comprendre que la cuisine, c'était sa vraie vie. Ils étaient devenus le cœur de l'endroit. Quelques mois après, j'avais reçu une invitation gravée sur carton épais. Le mariage de mon cousin Romain, celui qui avait participé à l'opération Réalité. Le lieu de réception était un château dans la Drôme. Il y aurait 120 personnes. Je l'avais lu 2 fois, puis je l'avais posé sur mon bureau. Et je m'étais souvenu de quelque chose. Une nuit, quand j'avais 11 ans, j'avais aidé Romain à faire ses devoirs de mathématiques pendant 2 heures. Il n'avait rien compris et j'avais tout réexpliqué avec des dessins dans son cahier. On avait mangé des petits beurres et il m'avait dit « T'es la meilleure cousine du monde ». J'avais gardé ce souvenir longtemps, très longtemps. Et ce gamin-là avait participé à un groupe WhatsApp pour me faire plonger. Je n'avais pas répondu à l'invitation. Il y avait eu un autre moment important, un que je n'avais pas vu venir. Théo était revenu, seul cette fois, sans gâteau ni prétexte. Il s'était assis au bar un mardi matin avant l'ouverture, pendant que je faisais ma mise en place. Il avait commandé un café. Je lui en avais préparé un. On avait bu nos cafés en silence pendant un moment. Il avait dit « Je savais pas que ça allait aussi loin ». Le groupe WhatsApp. J'étais dedans au début et j'ai coupé les notifications parce que ça me mettait mal à l'aise. J'aurais dû te prévenir. J'aurais dû dire quelque chose. Je n'avais pas répondu tout de suite. Je regardais mes mains poser les couverts sur le comptoir, un geste répété 1000 fois, qui occupe les doigts quand la tête cherche ses mots. Finalement, j'avais dit « Théo, tu sais ce qui m'a fait le plus mal. Pas qu'il ne soit pas venu, pas le groupe WhatsApp. C'est que toi, tu as vu ma tête pendant des années quand on parlait de ce restaurant. Tu savais à quel point c'était important. Et tu as quand même choisi ton camp sans même m'appeler pour me dire que tu ne viendrais pas. » Il avait eu les larmes aux yeux. Mon frère pleure jamais. Ça m'avait fait quelque chose. Il avait dit « T'as raison, j'ai pas de bonne excuse. On n'avait pas résolu les choses ce matin-là. » On n'avait pas pleuré dans les bras l'un de l'autre non plus. Ce genre de réconciliation télévisée qui règle tout en 10 minutes. Mais il était venu. Et il avait dit les mots honnêtes. C'était un début. Peut-être que c'était suffisant pour l'instant. 1 an après l'ouverture, Margot Lovy m'avait rappelé. Elle préparait un nouveau projet, un guide des restaurants qui compte dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle voulait que je sois dans l'introduction, pas dans une rubrique, dans l'introduction. J'avais dit oui sans réfléchir. Et puis j'avais signé les papiers pour le 2e établissement, un endroit différent du premier. Plus grand, avec une terrasse sur cour et une cave voûtée pour les événements privés. Dans le quartier Saint-Jean, en bas des pentes, à 5 minutes à pied du Vieux-Lyon. J'avais choisi une équipe de 6 personnes, tous des gens qui avaient eu quelque chose à prouver. Pas à moi, à eux-mêmes. Le soir de la signature, j'étais rentrée chez moi et j'avais mangé seule, des pâtes avec un reste de sauce tomate, assise en tailleur sur mon canapé. Rien de gastronomique, rien d'instagrammable. Et j'avais pensé à cette nuit de mars sur le carrelage, l'odeur de thym et d'ail, les 22 menus calligraphiés que personne n'avait lus. J'avais pensé que si cette nuit n'avait pas existé, je n'en serais pas là. C'est une pensée bizarre à avoir, pas confortable, mais vraie. Quelques semaines plus tard, une femme était entrée dans le restaurant en fin de service. Elle n'avait pas réservé, mais il restait une table, et j'avais décidé de la garder. Elle était venue seule, elle avait commandé le menu du soir complet, et au moment de l'addition, elle avait demandé à me parler. Elle m'avait dit « Ma fille veut devenir cuisinière. Elle a 17 ans, et tout le monde lui dit que c'est un métier trop dur pour une femme. Trop physique, trop compétitif, trop ingrat. Je lui parle de vous depuis des semaines. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais regardé cette femme, ses mains un peu serrées sur la carte, ses yeux qui demandaient quelque chose sans vouloir demander. J'avais dit « Dites-lui de venir me voir. On prendra un café. Je lui parlerai. » Elle avait souri d'une façon que je n'oublierai pas.
Aujourd'hui, si je devais tout raconter depuis le début, je ne sais pas si je dirais que j'ai eu raison de faire tout ça exactement comme je l'ai fait. Il y a des soirs où je repense à ma mère, qui pleure dans son message vocal, et je ne suis pas fière de quelque chose. Je ne sais pas de quoi exactement. Peut-être d'avoir attendu si longtemps pour poser mes limites, que quand je l'ai enfin fait, ça a explosé si fort. Peut-être que si j'avais su dire non plus tôt, plus doucement, les choses auraient été différentes. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Et c'est peut-être ça la vraie vérité de cette histoire. On ne sait jamais vraiment ce qu'on aurait dû faire. On sait seulement ce qu'on a fait et ce que ça a construit. Le restaurant sent toujours l'ail et le thym le soir. J'ai gardé la même playlist que ce soir de mars. Elle tourne encore sur les enceintes, mais maintenant il y a des gens pour l'entendre.